Bienvenue à notre balado, fièrement présenté par Medispa Victoria Park, reconnue comme la meilleure clinique médico-esthétique au Canada depuis 3 années consécutives. Avec un réseau de plus de 25 cliniques à travers 3 provinces, Medispa Victoria Park s'engage à vous offrir une expertise de pointe et la plus vaste gamme de traitements adaptés à vos besoins uniques. Les gens qui sont dans les médias, qui sont dans les acteurs, les chanteurs, tout ça, la pression aussi du métier d'exiger une espèce de standard qui est quasiment inatteignable, c'est difficile. Puis j'ai des patientes comédiennes qui me disent, tu sais, moi, mes rôles maintenant, j'ai 45 ans, puis je suis quasiment rendue à une grand-mère, là, si je fais pas attention à ce que j'ai l'air, puis tout ça. Fait que c'est dommage. Bienvenue au podcast Medispa Victoria Park, Owning Extraordinary, notre premier épisode exclusivement en français. Je me présente, je m'appelle Karine Paré, je suis la directrice du marketing et du service à la clientèle chez Vic Park. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde, le lien entre l'esthétique médicale et la santé mentale. Dans une société où les images et les standards de beauté sont partout, certains rejettent complètement la médecine esthétique et nos services qu'on offre chez Vic Park, alors que d'autres en abusent. Parfois à cause de la dysmorphie corporelle et parfois, pour ceux qui rejettent, c'est une question de philosophie personnelle. La réalité se situe souvent entre ces deux mondes-là. Bien encadrés, les traitements peuvent réellement aider à retrouver confiance en soi et c'est ce qu'on croit véritablement chez Medispa Victoria Park. C'est pourquoi nos professionnels sont formés non seulement à offrir des soins qui sont sécuritaires, mais aussi à reconnaître quand un patient a besoin d'accompagnement différent, un accompagnement peut-être un peu plus psychologique. Alors, pour discuter de tout ça aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Dr. Geneviève Blackburn. Dr. Blackburn est une figure respectée dans le monde de l'esthétique médicale et adorée par ses patients pour son expertise autant que son côté humain. Son parcours est super impressionnant. Après un doctorat en médecine à l'Université de Montréal, elle a travaillé comme urgentologue pendant 8 ans, après quoi elle s'est consacrée exclusivement à la médecine esthétique. Elle a fondé plusieurs cliniques, dont la clinique DGB et l'Institut de médecine esthétique de Montréal, où elle transmet son savoir aux médecins et aux injecteurs. Pionnière et passionnée, elle partage régulièrement son expertise dans les médias et lors de conférences mondiales. Mais au-delà de ses réalisations, ce qui la distingue, c'est sa conviction que chaque personne possède une beauté unique et que son rôle est de la mettre en valeur. Dr. Blackburn, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te recevoir aussi. Alors, commençons au début de votre parcours en médecine esthétique. Quand vous repensez à vos débuts en médecine esthétique, est-ce que vous auriez imaginé être ici consacré exclusivement à la médecine médicale aujourd'hui? Oui, en fait, moi, ça a toujours été ma passion, la médecine esthétique, mais je suis un petit peu comme un butterfly trop énervé, donc j'aime un peu de tout. Fait qu'au départ, quand j'ai terminé ma pratique, je voulais aussi me consacrer à la partie plus médicale, mais j'avais une pratique conjointe. Puis avec le concours des circonstances, bon, les enjeux aussi à la médecine, à l'hôpital, mes enfants, puis la pratique aussi qui grandissait, je me suis consacrée à la médecine esthétique, mais j'ai toujours su que c'était ma passion, sans pour aussi dire que j'allais laisser de côté toute la partie médicale, puis la complexité aussi qui peut s'associer avec les patients qu'on voit là. Quel était le moment déclencheur pour vous que vous vous êtes dit « ça y est, je vais aller en médecine esthétique ». Y avait-il un moment précis? C'est weird, moi j'avais comme 6 ans. Ah oui? Oui, c'est vraiment, je pense que j'étais une visionnaire de... Je vais dire les choses comme elles sont. Ma mère me dit que quand j'étais plus petite, je disais que je voulais... En fait, initialement, je voulais faire de la plastie. Je voulais être chirurgienne plastique, mais vu que j'avais fait un bac en pharmacie avant, c'était comme long. Puis j'ai pivoté finalement vers la médecine esthétique. Mais quand j'étais petite, je disais, ça va être drôle, que je voulais faire des gros seins à tout le monde. Fait que c'est ça. c'est comme ça. J'avais peut-être une déviance, mais this is when it started. Puis par la suite, j'ai toujours été attirée par le corps humain, la beauté, mais sous toutes ses formes, un peu comme vous l'avez dit au début. C'est juste, chaque beauté est individuelle, chacun a une beauté unique, puis c'est ce que j'essaie de faire dans ma pratique aujourd'hui. Comme j'ai mentionné dans mon introduction, vous étiez en urgence pendant 8 ans. Qu'est-ce que vous avez apporté du monde de l'urgence à votre pratique aujourd'hui? Je pense que les deux m'ont apporté. L'urgence a apporté à ma pratique, puis la pratique à l'urgence.
en fait, l'être humain, il faut le voir vraiment comme un tout. Moi, j'ai choisi la médecine, first and foremost, parce que je suis une amoureuse des gens. Fait que, tu sais, je veux aider les gens à tous les niveaux. Donc, même dans ma pratique à l'urgence, qui des fois semble être une pratique qui est plus rapide, mais je prenais toujours le temps d'écouter et de comprendre vraiment la personne qui était devant moi, même si c'était pour des besoins médicaux. Puis maintenant, je fais la même chose aussi dans le point de vue esthétique. Tu sais, les gens ont un passé, les gens ont une histoire, les gens ont une histoire médicale aussi, mais ont une histoire de vie. Puis ces éléments-là vont permettre vraiment d'être capable d'être un meilleur médecin, que ce soit au niveau médical qu'esthétique, parce que quand les gens font confiance, quand les gens réalisent que you really care, ils vont s'ouvrir d'une façon différente. Puis moi, mon rôle, c'est d'essayer d'ajuster mes traitements en fonction aussi de la personne qui est devant moi. Donc, c'est un peu des deux, les deux m'ont aidé finalement dans les deux pratiques-là. Justement, allons dans le sujet de la personne. Parce que oui, bon, vous avez un patient devant vous, mais dans notre métier, vous avez toute la psychologie qu'il y a derrière son désir, souvent. Et donc, on ne se le cachera pas, hein, dans notre métier, on se fait souvent reprocher qu'on contribue à ces standards de beauté inatteignables ou à des standards de beauté qui ne sont pas naturels. Donc, la personne qui est devant vous en tant que patient, comment est-ce que vous mariez sa santé mentale et son désir pour les soins pour lesquels elle est venue vous voir aujourd'hui? Comment est-ce que vous naviguez le monde psychologique et le patient devant vous? Je pense que c'est une excellente question. Puis je pense malheureusement, puis c'est vraiment mon opinion personnelle, mais c'est quelque chose que des fois, c'est pas tout le monde qui va prendre le temps de réfléchir puis de comprendre la personne qui est devant nous. Il y a des gens qui vont nous rencontrer pour plein de différentes raisons. Puis c'est vraiment important de cerner vraiment la raison centrale puis de comprendre vraiment le but. Est-ce que c'est dans une prévision de ralentir le processus de vieillissement? Parce qu'il y a deux façons, on corrige, on ralentit ou on l'améliore. Donc, il y a tout l'aspect amélioration, c'est elle, je pense, qui est vraiment tabou. Puis malheureusement, c'est elle qu'on voit surtout sur les réseaux sociaux, dans les films ou chez les vedettes, parce que c'est ça qui frappe. T'sais, on va voir les gens qui vont avoir excédé, qui vont en avoir trop fait. Puis là, on a toute cette image-là négative ou péjorative de la médecine esthétique. Mais quand on l'approche d'un point de vue que c'est quelque chose qui est offert en 2025, on est capable, avec tous les standards qu'on fait aujourd'hui dans plein de différents milieux médicaux, pour ralentir certains processus de vieillissement, même de nos organes, ou même à la limite d'aller au gym, d'aller s'entraîner pour garder le corps en santé. Bien, c'est la même chose. Notre peau, notre image, un peu, ça fait partie d'un soi qui est complet. Donc, tu sais, quand les gens viennent me voir, puis je vois qu'il y a peut-être une petite partie de la santé mentale qui est plus fragile, qui a un dénigrement de soi ou qui a un problème d'estime de soi, c'est important de l'adresser. Puis je pense que de la façon que moi je l'adresse, en fait, c'est un peu en dédramatisant, en essayant d'apporter un petit peu d'humour, puis en essayant de comprendre la personne que, tu sais, on vieillit tous, il n'y a pas personne qui s'en va de l'autre côté, puis qui s'en va en rajeunissant, puis on a tous des choses qui nous dérangent, puis je pense que en rendant la personne à l'aise devant nous, on va être capable de bien comprendre. Maintenant, comme vous l'avez dit, s'il y a vraiment un enjeu de santé mentale, puis on voit qu'il y a une dysmorphie corporelle qui est pathologique, c'est certain, moi, je ne vais pas traiter ces patients-là. On va les référer soit avec un soutien psychologique ou même des fois en avis psychiatrique. C'est rare. Je pense qu'on est capable de cerner les gens qui sont capables de se faire les soins de façon saine, mais c'est important justement de poser les bonnes questions puis d'être capable de comprendre pourquoi on fait ça. Là. Puis d'être capable, comme vous l'avez dit, à un moment donné, il faut savoir où s'arrêter. Puis c'est à nous, en tant que professionnels, de dire, là, ça suffit, de voir quand il y a un excès, puis aussi d'être capable de cerner un peu là, les plans de traitement de façon appropriée. Puis j'imagine de voir s'il y a un excès, la raison ou la motivation derrière cet excès-là. Oui, bien, la motivation est pas mal la même. Les gens qui sont excessifs, qui sont plus capables de voir la réalité, c'est parce qu'ils ont un idéal qui est inatteignable. Puis, tu sais, on parlait, tu sais, la société est rendue vraiment exigeante à tous les niveaux. Je pense que beaucoup plus pour nos jeunes adolescents, jeunes adultes qui n'ont pas encore assez de discernement, puis qui passent beaucoup de temps devant les écrans, devant les médias sociaux, à voir des images qui sont fausses, qui sont améliorées ou c'est pas réel, mais le jugement n'est pas encore capable de discerner tout ça. Puis ces idéaux de beauté-là rendent les gens complètement obsessifs. C'est ça la problématique, finalement. Oui. Et donc, on parlait tantôt de l'apparence extérieure. Pourquoi, selon vous, est-ce que la façon dont on se présente a un impact tellement puissant sur comment on se sent?
Ben, c'est une question qui est super complexe. Il y a eu plein d'études aussi à propos de ça. Et puis, c'est prouvé que l'être humain va se faire une opinion, malheureusement ou heureusement, de quelqu'un en dedans de 5 secondes. Donc, le flash, qui est le clic que la personne va faire avec ses yeux de l'image corporelle ou de l'image faciale, c'est ça qu'on voit tous les jours. Puis, veut pas, ça va refléter un peu l'image de soi à l'intérieur. Puis là, on ne parle pas de standards de beauté en disant, bon, les plus beaux yeux, les plus belles joues, mais prendre soin de soi, en général, ça fait partie aussi de prendre soin de soi au niveau personnel, que ce soit psychologique, que ce soit physique. Donc, souvent, les gens vont se fier à ça. Maintenant, je pense que graduellement, les standards changent. Tu sais, c'est plus toujours le même style. Tu sais, il y avait, je pense, dans les années 90, mon opinion, puis dans le début des années 2000, il y avait vraiment des standards, les gros joues. Là, on a eu l'histoire des grosses fesses. Là, on a eu l'histoire des cibles. Tout le monde adhérait à ces standards-là. Maintenant, la beauté est un petit peu plus subjective, plus différente. C'est sûr qu'il y a des choses que l'être humain va considérer plus jolies par décennies, mettons. Mais au bout de la ligne, ce qui est important, c'est de savoir, de se sentir valorisé, de se sentir apprécié. Puis malheureusement, les premières secondes, ça va être ce que tu vas démontrer. Après ça, je pense que d'être beau, c'est un tout. C'est comment tu vas t'exprimer, comment tu vas écouter l'autre personne, comment tu vas te comporter dans tes comportements humains, que ce soit avec ton conjoint, tes enfants, ta famille, tes collègues de travail. Mais, tu sais, le but, c'est de se faire apprécier puis to make a difference. Des fois, j'ai des patientes un peu plus âgées puis elles me disent, j'ai l'impression que les gens me voient plus. Fait que, quand on vient en société, on veut faire partie d'un groupe puis on veut pas être ignoré. C'est ça, je pense, que c'est pour ça que l'estime de soi est si importante. Puis des fois, comment on va le refléter, c'est qu'en fait, les gens veulent juste se faire aimer. Est-ce que les gens qui viennent vous voir, généralement, ont moins d'estime de soi ou plus d'estime de soi? Moins. OK. Moins. Puis je pense qu'une des choses qui me fait le plus du bien dans notre pratique, puis avec mes collègues dans les 2 cliniques, c'est quand les gens partent, c'est comme un pep talk, là, c'est un boost, là, ils sortent, puis on n'a pas fait grand-chose, là, des fois on a enlevé 2 tâches, des fois on a enlevé des trucs, c'est ridicule, puis ils partent, puis c'est non seulement la technique qu'on va avoir fait, mais je pense qu'il y a un 60 % de mon travail qui est vraiment de faire du bien, tu sais. De l'accompagnement. De l'accompagnement, puis d'expliquer, tu sais, on est tous pareils, on a tous des failles, on a tous quelque chose qui nous dérange. Puis moi, je suis quelqu'un d'hyper transparent. Nous, on se connaît, ça fait longtemps. What you see is what you get. J'ai pas peur de dire, ben moi aussi, j'ai des bourrelets. Moi aussi, quand je prends un drink, je prends du poids. Moi aussi, tu sais, faut que je fasse attention. C'est pas une image qui, tu sais, que c'est pas tout le monde là, qui fait, qui est parfait. Là, puis ça n'existe pas. Fait que juste des fois, d'être capable de se sentir écouté puis d'avoir cette conversation-là, de ne pas se sentir toute seule. Des fois, on se sent toute seule. Tu sais, quand tu regardes les réseaux sociaux, des films ou des choses comme ça, tout le monde a l'air fantastique. Tout le monde a l'air de bien aller, mais tu vas pas dans le side de tout ça. Fait que c'est ça aussi qui est difficile, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il y a un envers de médaille qui n'est pas montré. Là. Mais il y a aussi une question d'avoir une estime de soi aussi. Tu t'investis dans ton propre bien-être parce que tu trouves que tu en vaux la peine. Et je pense que aussi chez VicPac, on incarne aussi ce empowerment-là de se dire parce que tu en vaux la peine, viens prendre soin de toi, puis on n'a pas à se cacher de nos traitements. Puis c'est une question d'empowerment, comme je dis, tu sais, si tu veux faire un BBL pour enlever tes taches brunes parce que ça te dérange, tu n'as pas à être gêné de ça, tu n'as pas à te cacher. Own it. C'est ça. Je pense que, tu sais, le own it, ça vient avec avoir une estime de soi. Exact. Parce que, tu sais, moi, je veux dire, je suis pas du tout gênée de dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, puis pourquoi moi j'arrête à ça, même si je pouvais faire plus de choses. Puis ça m'appartient. Mais ça vient avec une confiance en soi qui fait que moi, j'ai pas peur de qu'est-ce que les gens peuvent dire parce que je suis très consciente, puis ma décision est prise en pleine possession de mes moyens. Puis il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette assurance-là pour X, Y raison. Puis je pense que c'est ça qui est difficile. Mais c'est certain que, tu sais, on a des patientes ou des patients qui viennent, qui sont cachés, qu'il ne faut pas qu'ils en parlent, tout ça. Puis pour les autres qui commencent à faire nos traitements puis qui voient finalement que c'est naturel ou bien qui vont avoir des collègues de travail ou des membres de leur famille qui leur disent « Bien, mon Dieu, tu as juste l'air plus en forme, comment tu te sens? » Puis cette appréciation-là est mutuelle. Puis finalement, tu sais, l'effet domino que des fois ces petits traitements-là vont faire est extraordinaire. Parce qu'on parle des deux. L'excès puis devenir obsédé par son corps, c'est pas bon. Mais le fait de faire des petits traitements qui vont nous faire nous sentir mieux, l'impact professionnel que ça peut avoir, personnel, dans ta famille, dans tes relations de couple, dans tes comportements humains, c'est vraiment non négligeable. Puis ça aussi, ça a été prouvé dans les études scientifiques. Fait que tout ça, c'est un tout. C'est un peu comme n'importe quoi. Il y a un balance dans les deux, puis il faut savoir quand c'est assez, puis qu'on peut en faire un peu plus. Oui. Certains disent que nos traitements sont purement superficiels et, comme je disais dans l'introduction, qu'on contribue
à ça. Qu'est-ce que vous diriez à cette critique-là? Mais encore une fois, c'est une question d'opinion. Puis moi, je respecte les gens qui ont cette opinion-là. Mais il n'y a pas de problème. Dans la vie, tout le monde a le droit à sa parole puis à son point de vue. Maintenant, pour ces personnes-là, je vais toujours expliquer mon point de vue. Puis la raison pour laquelle je fais cette profession-là, c'est des soins qui sont médicaux, qui sont faits dans un standard de qualité X, qui sont faits aussi en prenant en considération la personne qui est devant moi. Pas seulement, comme malheureusement plusieurs personnes pensent, une histoire de faire de l'argent puis tout ça. C'est vraiment un traitement médical qui est complexe, où on va vraiment comprendre toute la pathologie puis la physiopathologie du vieillissement. Donc, c'est beaucoup plus sérieux que ça a l'air, parce qu'on pense à des joues, à des lèvres, tout ça. C'est beaucoup plus que ça. Puis moi, puis les filles avec qui on travaille, je les fais, on a un gars aussi, tu sais, on explique. Donc, c'est important d'expliquer aux gens. Quand on démystifie qu'est-ce qu'on fait, quand on explique le pourquoi on utilise tel produit, pourquoi c'est important des fois de combiner des traitements, parce qu'au bout de la ligne, on va vraiment améliorer la santé de notre peau, qui est notre plus gros organe. On oublie aussi, c'est un organe, la peau. Mais on a tendance à toujours switcher ça vers l'esthétique. Fait que quand les gens comprennent un peu cette composante-là, ils ont moins tendance à juger. Puis s'ils veulent juger, bien, good for them. Ils ont le droit de juger, là. La vie continue. Oui. L'année passée, vous êtes passé viral à cause d'une procédure dont vous avez parlé sur les réseaux sociaux qui est assez unique. Ça ne vous dérange pas? J'aimerais aborder ce sujet-là. Il s'agissait d'injection d'acide hyaluronique pour la santé sexuelle masculine. Ça a suscité énormément de commentaires, évidemment, certains moins appropriés que d'autres. Par contre, qu'est-ce qui vous a motivé à en parler publiquement et pourquoi est-ce que même faire ce genre de traitement-là, c'est important pour vous? Parce que ça revient encore à prendre soin d'un corps au complet. Tu sais, quelqu'un qui va venir me voir, que ça soit pour des injections au niveau des aisselles parce qu'on a de l'hyperhidrose, parce qu'on a des taches pigmentaires, parce qu'on a une composante de notre corps qui nous affecte, qui nous dérange. Fait que, tu sais, c'était aussi pas important pour, je pense personnellement, l'être humain complet, puis de se sentir accompli, puis aussi que nos besoins soient satisfaits, d'avoir un accomplissement professionnel, personnel, puis sexuel aussi. Donc, tu sais, c'est des sujets qui sont tabous parce que les gens sont gênés d'en parler, mais it is what it is. Moi, j'ai pas de problème à parler de la vie, puis on en fait aux hommes, on fait des injections aussi au niveau des lèvres vaginales, on fait des injections au niveau de plein d'endroits, puis à un moment donné, ça revient, je veux dire, comme ma mère souvent me dit, ma mère, elle met ça vraiment short and sweet, à la fin de la journée, t'es-tu content? Si tu es contente ou tu es content avec ça, tu te sens mieux, puis il n'y a pas d'excès là-dedans non plus. On est encore dans des mesures qui sont sécuritaires, qui sont aussi faites avec professionnalisme puis avec excellence. Puis à ce moment-là, pourquoi pas? Comme toutes les autres procédures qu'on parlait tout à l'heure, il peut y avoir des excès. Je ne peux pas t'en parler parce que c'est pas ma pratique. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des excès, puis ceux qui me connaissent le savent très bien, mais j'ai pas de problème à aborder ces sujets-là. Puis quand on aborde ces sujets-là avec les gens, puis quand les hommes, si on parle de pénoplastie, viennent me voir dans le bureau, il y a toujours un inconfort. Puis le but, on casse l'inconfort, on en parle. C'est pas plus grave que ça. On se rappelle qu'on est là pour aider à se sentir bien, aider à se sentir mieux. Puis des fois, je fais toujours des blagues en disant, écoutez, là, on va prendre un peu pas de recul. Puis il y a des gens qui mangent pas, il y a des gens ils ont la guerre dans le monde. Nous, on parle pour améliorer votre santé sexuelle. Ça va bien aller nos affaires. Fait qu'il faut aussi dédramatiser tout ça. Puis en général, ça rend les gens plus à l'aise. Bon, c'est sûr, quand tu mets ça sur les réseaux sociaux, les gens seront bien énervés. Les boys seront bien énervés, ça se fait des jokes entre vous autres. Bien, je suis bien contente si ça a suscité de l'intérêt parce que je pense que pour ceux que ça intéresse, bien, ils vont voir que on peut faire ces procédures-là puis ça peut les aider aussi. Justement, est-ce que ça l'a ouvert? Est-ce que, suite à cette vidéo-là, est-ce que les gens sont venus vous voir en bureau puis ils vous ont dit, ça l'a comme ouvert? Ça l'a ouvert. La discussion sur autre chose? C'est pas une procédure qu'on fait 3 fois par jour. Là, on en fait régulièrement, mais on en fait, je dirais, un peu plus depuis les dernières années parce que c'est plus connu. C'est moins tabou que ça l'était auparavant. Mais oui, les gens, des fois, vont venir, ils vont poser des questions. Ils vont dire, je pose des questions pour mon chum. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, est-ce que ça a ouvert d'autres discussions sur d'autres traitements? Oui, parce que, tu sais, une fois qu'on parle de ça, tu sais, souvent, nous, on n'a pas une clinique de santé sexuelle pour l'instant. C'est dans les projets éventuels. Mais, tu sais, on peut parler aussi d'injection de neurotoxines, de botox ou du Dysport, tu sais, au niveau des organes génitaux. On peut le faire aussi au niveau anal, au niveau... donc, la santé sexuelle globale, que ce soit homosexuelle ou hétérosexuelle, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi pour améliorer là, certains traitements. Oui. Mais justement, ça m'amène vraiment à dire, tu sais, je le dis souvent dans mon entourage, que
de nous réduire, si tu veux, à de l'esthétique, c'est pas tout à fait véritable parce que on change, comme vous disiez tantôt, tu sais, on change vraiment la vie des gens sur sur des sphères que c'est pas toujours de l'esthétique, c'est du bien-être, en fait. C'est ça, c'est vraiment du bien-être. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs types de personnes dans la vie, peu importe les sujets qui sont tabous. Il y a des gens qui sont bornés, qui ont leur vision de voir les choses, puis peu importe ce qu'on leur dit, peu importe l'approche, que ce soit médicale, que ce soit n'importe quoi, ils vont rester dans leur opinion. Parfait. Il y a des gens qui peuvent douter, avoir une opinion, mais être prête à changer. Puis il y a des gens qui sont avec une certaine ouverture. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, ma pratique, puis la pratique avec les personnes qui travaillent avec moi, on est là pour écouter la personne, l'aider dans tous les aspects qu'on peut, que ce soit psychologique, que ce soit physique, sexuel. Puis aussi, on traite aussi des problèmes qui sont vraiment plus médicaux, que ce soit des problèmes de rosacée, des problèmes de kératose actinique, des cancers de peau. On fait tout ça aussi, là. Fait que, tu sais, on est là pour la santé globale du patient, point final. Vous parliez tantôt de l'excès. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est la santé mentale avec la médecine esthétique. Pour ce qui est de l'excès, que feriez-vous si quelqu'un arrive, si un patient arrive et aimerait avoir qui, selon vous, serait une définition d'un traitement qui serait excessif, mais qui semble mentalement très stable et que c'est sa définition de beauté, mais pour vous, c'est clairement de l'excès. Comment vous naviguez ça? Tu sais, ça fait presque 17 ans que je pratique, puis maintenant, tu sais, je pense que je respecte mes opinions, puis ma façon de voir ma profession. Puis je respecte la façon que les autres voient la profession, mais je vais expliquer clairement que moi, je ne suis pas d'accord avec cette procédure-là. Puis je vais expliquer la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord. Des fois, il y a des zones qu'on va décider de faire fondre, ou qu'on va corriger différemment. Puis si la personne... on dénigre jamais l'opinion des gens. Si les gens, moi, je dis, si t'aimes ça, tant mieux. Moi, malheureusement, c'est pas mon image. Puis, je veux qu'on soit partenaire là-dedans, fait que ça marche pas si on voit pas les mêmes choses. Donc, généralement, je refuse, tout simplement. Puis, je réfère à des collègues, mais tu sais, j'explique quand même que, selon moi, c'est pas des procédures qui sont nécessaire, puis qu'au contraire, on risque d'empirer certaines situations ou d'accélérer le vieillissement cutané. Surtout, ça arrive vraiment plus, je vous dirais, avec les plus jeunes patientes, pour plusieurs raisons. Et puis, ce qui arrive, c'est que souvent, ils vont avoir l'air plus vieilles en faisant trop de traitements comme ça qui sont excessifs. Mais justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y avait des différences d'âge? À la base, est-ce que vous trouvez que les gens qui sont plus jeunes ont une meilleure estime de soi ou moins bonne à cause des réseaux sociaux que les femmes de 40 ans plus ou même les femmes de 60 ans et plus? Je ne vais pas généraliser. C'est certain que l'idéal, quand les patients sont plus jeunes, ils ont plus l'impression que c'est atteignable. Je pense qu'en vieillissant, on a une meilleure perspective sur la vie, puis on réalise que just never gonna happen, parce qu'une fois que tu as atteint ça, il va y avoir quelque chose d'autre. Parce que, tu sais, quelqu'un qui est excessif, c'est une façon de penser, donc ça finit comme jamais. Puis les études aussi démontrent que, malheureusement, les effets néfastes un peu de tous les réseaux sociaux, de tout ce qu'on voit aussi sur l'Internet, ça va affecter principalement les jeunes adultes parce qu'ils ont un peu moins d'expérience au niveau de la vue des interactions puis tout ça. Mais on voit quand même de plus en plus ce reflet-là, tu sais, dans les femmes matures, 35, 45, postpartum, d'avoir ces exigences de société-là, puis même dépendamment aussi des métiers. Tu sais, les gens qui sont dans les médias, qui sont dans les acteurs, les chanteurs, tout ça, la pression aussi du métier d'exiger une espèce de standard qui est quasiment inatteignable, c'est difficile. Puis j'ai des patientes comédiennes qui me disent, tu sais, moi, mes rôles maintenant, j'ai 45 ans, puis je suis quasiment rendue une grand-mère, là, si je fais pas attention à ce que j'ai l'air, puis tout ça. Fait que c'est dommage, parce que aussi, on fait comme perpétuer cette espèce de cycle-là vicieux parce que les gens, maintenant, sont tellement habitués à avoir ce type de personnes-là, femmes ou hommes, que c'est ce qu'ils vont regarder de plus en plus. Fait que, tu sais, des fois, je me demande, moi aussi, moi-même, c'est quand que ça va arrêter, puis qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive pour, à un moment donné, qu'on dise, en point de vue société, que ça arrête, mais... Puis notre rôle, tu sais, pour aider cette personne-là, mais notre rôle après pour la société, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça arrête, ça peut être bien compliqué. Est-ce qu'on perpétue nous-mêmes, mais après, il faut je pense pas qu'on perpétue. En tout cas, nous, moi, mes collègues, on perpétue pas. Ça, c'est clair, parce que ça fait pas partie de mes valeurs, puis c'est jamais quelque chose que je vais vouloir être associée, puis je suis pas associée du tout à cet excès-là. Les patients qui viennent nous voir n'ont pas cette image-là, je veux dire, standard de pillow face où les gens sont over-injected. Jamais, j'ai jamais fait ça, puis je le ferai jamais. Mais j'espère qu'à travers des discussions comme ça ou à travers, justement, l'éducation, parce que, bon, l'Internet a ça de positif, on éduque de plus en plus les gens sur
les effets néfastes des excès aussi, ça va ralentir à un moment donné, puis que les standards vont changer. J'ai lu une étude pour préparer le podcast. J'ai lu une étude qui s'appelle en anglais The Body Appreciation Scale, qui a été sortie en 2015. J'ai trouvé ça super intéressant parce que moi, je suis en marketing. Donc, c'est la question à plusieurs millions de dollars, c'est toujours est-ce qu'on crée un besoin ou est-ce que le besoin est déjà créé et nous, on le comble. Et je pense pour le sujet d'appréciation de soi et tout, je pense que c'est très à propos parce que en tant que marketeuse, moi, j'ai toujours eu la perspective qu'on ne crée pas de besoin, qu'on comble un besoin qui existe déjà chez l'être humain, souvent. Et nous, le marketing, c'est une façon de le présenter d'une façon qui est alléchante pour cette personne-là. Au même titre que dans notre domaine, j'ai l'impression que si ton estime de soi, si tu as une santé mentale qui est assez forte à la base. Donc, dans l'étude, il parlait que pour avoir une bonne santé mentale, il y avait vraiment plusieurs trucs là, qui étaient en vigueur chez cette personne-là, dont l'estime de soi, le well-being en général, là, qui parlait le positivisme, la façon de... sa façon de voir son propre corps, d'être gentil envers soi-même, d'être patient envers soi-même, de ne pas avoir une dysmorphie corporelle. Bref, que le côté mental précédait en fait son estime de soi. Que si tu étais en santé, si tu voyais les choses d'une façon positive, généralement, que tu avais une bonne estime de soi. Et je pense que dans notre métier, c'est exactement ça. C'est que si tu n'as pas une bonne estime de soi à la base, c'est pas le médico-esthétique qui va venir combler. Mm-hmm. Tu vas aller chercher, tu vas essayer de le combler avec de l'excès au gym, de l'excès en maquillage, de l'excès en magasinage, de l'excès pour ce qui est de la nutrition ou comment tu manges, ces trucs-là. Donc, pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord, si vous êtes d'accord, mais pour moi, ça fait partie de la santé mentale en général. Mm-hmm. Et le médico-esthétique n'est une sphère de ce qu'on peut aider. Ouais. Non, 100%. Puis imagine ça, c'est une étude de 2015. Imagine à quel point, 10 ans plus tard, là, c'est encore plus vrai. Ouais. Je pense que là-dedans, ce qui est difficile, c'est changer la façon de penser, changer la façon de percevoir. Tout ce travail-là sur soi-même, c'est beaucoup plus difficile qu'aller faire 30 minutes au gym, aller payer une coupe de 500 pour aller en médecine esthétique. Fait que, tu sais, les gens vont chercher des fois des fast tracks. Puis, c'est certain que l'excès de gym, l'anorexie, l'excès de protéines pour les gars, ça ne changera rien. Parce qu'à la base, si tu n'es pas capable d'avoir une perception de toi juste, puis de réaliser à un moment donné que tout le monde vieillit, puis ça ne sera jamais parfait, puis de comprendre ta valeur. Ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Quand ta valeur, elle n'a pas de poids pour toi, elle n'en aura jamais pour les autres. Exactement. Puis de surconsommer la médecine esthétique, ça ne changera rien. T'sais, on en a des patients des fois que, bon, là, on a réglé ça. Puis j'essaie, dans nos rendez-vous, d'expliquer, je dis, il faut aller voir what's going on inside. C'est inné au fond, c'est plus intérieur. C'est ça. Puis ça, les gens, c'est beaucoup moins tabou aujourd'hui, de faire de la méditation, d'aller chercher de l'aide psychologique, mais c'est difficile. C'est difficile de s'asseoir sur un divan toute seule, pas de bruit, pas de musique, pas de rien, puis de réfléchir à ce qui se passe en dedans. Ouais. Mais c'est vrai à 100%, quand tu es capable d'avoir une valeur intrinsèque, tout le reste, c'est du bonus. Exactement. Puis si tu n'as pas cette valeur-là, tu vas aller la chercher en médico-esthétique au même titre que tu vas aller la chercher ailleurs en excédent. Avez-vous une croyance populaire en esthétique, en médecine esthétique, que vous trouvez complètement fausse, qui vient vous chercher? Je ne savais pas vraiment me chercher. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'énerve facilement dans la vie. Là. Fait que, je veux dire, c'est que je trouve un peu excessive, oui, de dire que, par exemple, on fait ces traitements-là parce qu'on n'accepte pas de vieillir. On accepte de vieillir, mais on peut accepter de vieillir de façon plus élégante ou douce, ou bien, avec des traits qui sont un petit peu moins aigris ou des traits moins tristes. Puis si on accepte de vieillir comme ça, bien, tant mieux. Mais ceux qui veulent pas, bien, tant mieux, on a des solutions. Fait que je pense que des fois, de dire qu'on n'accepte pas de vieillir, on vieillit tout anyways. Fait que, rien, là. Fait que, le but, c'est juste d'essayer des fois de se calmer, puis encore une fois, d'avoir un peu de parcimonie, puis de pas excéder, mais en même temps, c'est offert. Why not? On n'est pas en train de se couper un bras, de se mettre un bras bionique. Il faut se calmer. Oui, j'adore. Le plus gros mythe, selon vous, sur le Botox?
Après ça, si jamais on fait des neurotoxines, le visage va tomber. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est tout le temps, qu'est-ce qui arrive quand j'arrête. Tu sais, j'explique tout le temps qu'il faut voir ces traitements-là, que ce soit de neuromodulateurs, d'acide hyaluronique, de biostimulants, comme des traitements qui vont améliorer la qualité de la peau, ralentir le processus de vieillissement. Quand un jour on arrête, 5-10 ans plus tard, à ce moment-là, bien, notre processus de vieillissement il a déjà commencé. Donc, ça continue plus lentement, mais on oublie qu'on a 10 ans de plus. Fait que, tu sais, la perspective de l'œil humain, qui est toujours insatisfaite, c'est ça le problème aussi. C'est que quand les gens viennent nous voir 3 mois plus tard, eux, ils se rappellent 3 mois avant. Ils se rappellent pas 5 ans avant. Donc, l'importance dans le domaine de la photographie, puis d'expliquer aussi l'évolution, puis comment ça va beaucoup mieux que, c'est sûr, en 3 mois, à un moment donné, there's just so much we can do. Puis à un moment donné, on a atteint aussi ce qu'on peut faire, notre cruise control, comme on dit. Mais l'amélioration qu'on peut faire au fil du temps, c'est vraiment ça, je pense, qui va vraiment faire la différence. Donc, on est à l'aube de 2026. Est-ce qu'il y a une tendance de 2025 que vous avez hâte de plus voir en 2026? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Tu sais, ma pratique, elle a quand même beaucoup changé dans les dernières années, puis je continue à évoluer vers ces nouvelles tendances-là. Je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup d'acide hyaluronique. Je suis vraiment plus dans tout ce qui est prévention du vieillissement, amélioration de la santé de la peau, amélioration de la qualité de la peau avec des biostimulants. On en a des nouveaux qui vont sortir bientôt sur le marché. On a hâte de voir ce que ça va donner. Mais la base de ma pratique, c'est vraiment ça. Améliorer la peau, améliorer le visage de la personne qui est devant moi, améliorer certains features, des fois, qui vont faire en sorte que le visage va peut-être vieillir moins rapidement. Mais de là à dire que, tu sais, je fais jamais des pommettes pareilles comme tout le monde, la mâchoire comme tout le monde, tout ça. Donc, j'ai hâte qu'il y ait des nouvelles technologies qui vont peut-être continuer à aider peut-être d'autres parties du corps, parce qu'on est quand même pas pire visage. Cou, c'est plus rough. Puis, tu sais, le visage, en descendant, on a un petit peu plus de misère. Fait qu'un jour, quelqu'un va inventer quelque chose. C'est pour ça qu'on se tient à l'affût, puis on va dans les congrès internationaux. Mais pour l'instant, la pratique de 2025, j'ai hâte de voir vers quoi elle va évoluer. J'ai hâte d'avoir des nouvelles choses. Qu'est-ce qui vous excite le plus? J'ai hâte, je suis quand même quelqu'un, tu sais, bon, encore une fois, malgré ce que le monde peut penser de l'esthétique, c'est que j'aime bien la science. À la base, on est que des scientifiques. J'aime bien voir concrètement, par étude, qu'est-ce que les traitements qu'on fait améliorent au niveau de la peau. Donc, j'ai hâte de voir les nouvelles études qui vont sortir là, sur des traitements qui existent déjà, mais dans d'autres parties du corps, ou bien vraiment comprendre qu'est-ce que ça fait exactement. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant aussi avec les traitements qu'on fait aujourd'hui, c'est que on est capable de vraiment comprendre pourquoi ça améliore. C'est pas juste quelque chose qu'on injecte, puis là, OK, il y a une ride qui est partie. On comprend comment on change vraiment le processus de vieillissement. Puis c'est ça que je trouvais que c'était un peu nerd, mais bon, pour les fois que je suis En tout cas, votre peau, elle est absolument magnifique. Je sais pas si la caméra est capable de le capter, là, mais c'est de toute beauté. Si vous pouviez offrir qu'un seul traitement gratuitement à tout le monde, ça serait lequel? Un biostimulant. Un biostimulant. Ouais, je suis vraiment vendue à tous les niveaux. Il y en a plusieurs sur le marché, mais c'est des traitements qui, souvent, à court terme, peuvent peut-être pas avoir on n'a pas tant d'effet que ça parce que c'est une question de maintien, mais comparativement à d'autres traitements sur le marché, ça garde vraiment l'unicité de la personne, on améliore la peau tranquillement, puis on ralentit vraiment le processus de vieillissement. On a fait un podcast avec Annabelle, qui est une infirmière qui travaille avec vous, sur les biostimulants. Donc, c'est un super bon podcast. Je suis bien vendue. Oui, tout le monde est rendu bien vendu. Ouais. Et donc, si vous pouviez revenir à vos tout débuts en médecine esthétique, qu'est-ce que vous feriez de différent? J'écouterais plus ma petite voix intérieure. Je pense que, tu sais, quand on commence même en médecine, parce que, tu sais, j'ai commencé en médecine esthétique, je venais juste de graduer en médecine, fait que, tu sais, j'étais pas si jeune parce que j'avais fait un bac avant, mais quand même, tu sais, on est un peu plus insécure, puis on veut tellement plaire aussi à nos patients. Tu sais, c'est ça l'histoire, c'est que dans les milieux professionnels, c'est la même chose. Puis moi, je voulais tellement faire plaisir à mes patientes, à mes patients. Quelquefois, j'ai accepté des traitements où je me disais, je sais pas si c'est une bonne idée, ou tu sais, j'étais pas certaine pas que il n'y avait pas d'enjeu de sécurité pour ma patiente ou mon patient, mais plus que je me dis, bon, je suis pas sûre que ça va faire le meilleur résultat, mais la personne, à ce moment-là, tu sais, on parle d'il y a 15, 16 ans, 20 ans, les gens n'avaient pas autant de connaissances. Fait que, tu sais, c'était un peu, j'aimerais ça avoir ça, c'était comme, bon, je vais le faire. Versus aujourd'hui, tu sais, où ma compréhension de ma profession fait en sorte que je suis capable d'expliquer clairement, avec des arguments, pourquoi je choisis ça. Puis l'interaction, puis la relation que je bâtis avec mon patient, c'est vraiment une relation de confiance basée sur qu'est-ce qu'on va atteindre comme résultat et non pas juste sur patcher les affaires, tu sais. Oui. Quel est le soin de beauté ou esthétique que vous adorez en secret, mais que vous hésitez à avouer? OK.
Ben, je pense qu'on est... non, je pense on que l'a établi, celle-là. On l'a établi. Non, moi, je partage vraiment tout ce que j'ai fait. Puis, Ouais. tu sais, I have no shame dans les traitements que je fais. Puis, étonnamment, tu sais, souvent, les gens vont penser que quand on travaille là-dedans, on est là à chaque semaine comme des débiles, puis on en fait tout le temps. Mais non, tu sais, je consomme pas de produits tant que ça parce qu'on n'a pas le temps. On travaille tout le temps. Fait que, tu sais, mais quand les gens me demandent, tu sais, moi, j'ai pas peur de dire non plus que j'ai avoir 47 ans, on est des enfants, on roule à 300 000 à l'heure. Fait que, tu sais, c'est pas naturel, tout ça, là. Tu sais, je veux dire, j'ai eu de l'aide dans le détour. Fait que, je veux dire, c'est sûr. Fait que, il n'y a aucun problème de dire qu'est-ce que j'ai fait comme traitement. Oui, moi non plus. La confession d'un patient qui vous a le plus marqué à travers les années? Oh, j'en ai tellement eu, là. Tu sais, j'ai des patientes qui m'ont dit, tu sais, en pleurant, que j'ai changé leur vie, là, tu sais, en faisant des traitements. Puis bon, moi, je suis une pleureuse, on le sait, ça. J'ai des frissons. Fait que, tu sais, c'est des fois, tu sais, juste d'être écoutée. Je pense que la relation que j'ai avec les patients, des fois, tu sais, en restant une relation professionnelle, mais tu sais, je suis très proche de mes patientes, de mes patients, puis tu sais, je me rappelle de tout ce qu'ils me disent, tout ça, puis tu sais, de se sentir compris, puis de sentir que, tu sais, quelqu'un est là pour eux, parce qu'ils me parlent de tout, là, des problèmes de santé sexuelle, psychologique, familiaux, tout ça, mais de dire que, tu sais, ça fait une différence dans leur vie, puis de venir me voir, c'est comme si j'améliore leur journée, leur semaine, leur mois, puis ça a tout fait la différence pour eux. Ça, c'est le meilleur cadeau que je peux avoir à la fin de ma journée. Oh, j'adore. Bien, justement, ça conclut super bien notre podcast. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Je pense que votre approche humaine à travers la médecine esthétique, ça apporte une perspective super précieuse et c'est #goals, hein, je pense. C'est vraiment un privilège. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai pas abordé que vous aimeriez partager avec notre audience? Non, je pense pas. Je pense que, tu sais, pour tous ceux et celles, des fois, qui ont des doutes, qui sont pas certains, ou bien qui veulent juste avoir une information qui... je dis pas que les réseaux et les médias, c'est pas véridique, mais, tu sais, d'avoir une opinion réelle, de consulter. D'aller voir des gens qui ont été formés, qui savent qu'est-ce qu'ils disent, qui sont là-dedans depuis plusieurs années, que ce soit moi, des collègues, n'importe qui, puis d'avoir leur juste. Après ça, une fois qu'on comprend qu'est-ce qui se passe, on est capable de prendre des décisions claires. Si ça ne nous convient pas, tant mieux, on continue le chemin. Si jamais ça nous convient, bien, on va être là pour les aider. Exact. Pour ceux et celles qui souhaitent retrouver Dr. Blackburn, elle se retrouve à la clinique du Vieux-Montréal, du Medispar Victoria Park, également à Bromont. Et partage également son expertise à l'Institut de médecine esthétique de Montréal et bien entendu sur les réseaux sociaux, à la fois la clinique Victoria Park Medispar et Dr. Geneviève Blackburn. Je vous remercie. Merci. This is your time.